Ceux qui pensent avoir une vague idée de comment fonctionne techniquement et mathématiquement la blockchain, lève la main. D'accord. Alors on va reprendre les bases. Ou alors on pense qu'on... C'est ce que j'ai dit, ceux qui pensent Oui, voilà. savoir, Oui, même si vous n'êtes pas sûr. Hein. Voilà, on est d'accord. Alors, il faut faire une grosse différence entre Bitcoin et blockchain. C'est un peu la même différence qu'il y a entre le web et Internet. Le web est une application d'Internet, le Bitcoin est une application de la blockchain. C'est le premier qu'on connaît, c'est le plus développé, c'est le plus large aujourd'hui, mais c'est loin d'être le seul. Et même s'il est encore prépondérant aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui se développent. Qu'est-ce que c'est très vulgairement la blockchain? C'est un logiciel qui tourne sur X ordinateurs connectés sur Internet, qui partagent une même définition de ce qu'ils doivent faire. La chose la plus connue que vous auriez pu croiser jusqu'ici, c'est les logiciels de partage peer-to-peer que dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a très longtemps, c'était Kazaa, Donkey, Emule. Aujourd'hui, c'est... aidez-moi, j'ai oublié. BitTorrent, voilà. Bah, ça fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire que là où avant, quand on partageait un fichier sur Internet, on avait un gros serveur quelque part qui distribuait les fichiers à tout le monde, aujourd'hui, on a chacun qui a sa copie du fichier, et quand on veut récupérer le fichier, on va prendre un petit bout chez tout le monde. La blockchain fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que donc, dans les buzzwords, comme disait Emric tout à l'heure, c'est la promesse de la désintermédiation bancaire quand on parle du Bitcoin. C'est-à-dire que, poum, soudainement, on n'a plus besoin de la banque, et ça, c'est grâce à la blockchain. Alors, vous verrez que très concrètement, ce n'est pas forcément vrai pour tous les usages monétaires qu'on a aujourd'hui, et pour tous les autres usages que peut faire la blockchain. Ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. En dessous de tout ça, il y a deux gros sous-jacents techniques qui sont le hachage et le chiffrement asymétrique. Est-ce que ça parle à des gens? D'accord, les deux même en fait. Donc ça va, peut-être ils savent quand même. Hein. Non. Ah si, tu peux hacher du persil, et puis, chiffrement asymétrique, j'ai pas vraiment d'idée, mais bon. On va commencer sur le chiffrement. Donc je vais faire un petit peu de maths et d'informatique, mais normalement tout le monde devrait pouvoir imprimer à peu près. Quand on parle de chiffrement, il s'agit donc de cacher un message aux yeux de tous, sauf aux yeux ou à plusieurs yeux de là ou des personnes à qui on veut l'envoyer. Ça remonte aux guerres antédiluviennes et plus récemment le gros buzzword, c'était Enigma entre les Allemands, les Américains. Voilà, on essaye de casser le code de l'autre, etc., etc. Depuis, on a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui, en gros, avec un message lambda qu'on veut cacher, on le passe dans une espèce de boîte, on peut admettre peut-être une boîte noire, et le message devient autre chose. Et la personne qui l'a fait n'est pas en mesure de récupérer ça. Alors évidemment, elle l'a ici. Ça circule, et la personne qui va le recevoir peut le déchiffrer. Mais on va marcher dans les deux sens. Je ne suis pas clair dans ce que je dis, mais ça va venir, c'est le matin, c'est normal. Chiffrement symétrique, vous avez une clé, on va dire K, qui est ici, qui va vous permettre de faire dans les deux sens. Vous prenez votre message en clair, vous prenez votre message chiffré, vous le passez comme ça chiffre, vous le passez comme ça déchiffre. On prend la clé, on la partage entre l'émetteur et le récepteur, et chacun peut échanger. Le gros souci, c'est comment est-ce qu'on transfère cette clé de chiffrement de l'autre côté, puisqu'il faut un canal sécurisé, et a priori on ne l'a pas, vu qu'on veut discuter avec quelqu'un à travers un canal qui n'est pas sécurisé. Le canal pas sécurisé, dans ce qui nous intéresse, c'est Internet. Hein. Est-ce que tout le monde sait que sur Internet, il n'y a rien qui... Enfin, tout se voit, tout peut se voir, tout peut se récupérer. Donc, ça ne résout pas le problème. Le chiffrement asymétrique résout le problème dans le sens où on a deux clés. On a K1 et on a K2. Il y en a une qui sert à chiffrer et l'autre qui sert à déchiffrer. Pour ceux qui font un petit peu de mathématiques, il s'agit de factoriser des nombres premiers. Vous prenez deux grands nombres premiers, vous les multipliez ensemble, c'est une opération super facile. N'importe quel ordinateur ou même n'importe quel humain peut le faire. Par contre, une fois qu'on a le résultat de la multiplication, retrouver les deux nombres premiers d'origine,
c'est pas faisable. Donc en gros, c'est très schématisé, hein. La clé 1, c'est les deux nombres premiers, la clé 2, c'est la multiplication des deux nombres premiers. Et on a un algo mathématique, il y en a même plusieurs, qui permettent, en passant le message dans la clé 1, puis en le repassant dans la clé 2, de retrouver notre message d'origine. Bien. Et cette clé 2 peut se diffuser partout, puisqu'elle ne permet pas de faire l'opération inverse. Il suffit d'aller n'importe où sur Internet et de poser cette clé-là, en disant aux gens, cette clé-là, vous l'utilisez, parce que ça marche dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans ce sens-là. Donc, si K1 sont les nombres premiers, on donne la multiplication des nombres premiers. On ne donne pas sa clé privée. Non, on donne la clé publique. Voilà, la clé publique qui est le résultat de la multiplication des nombres premiers. Donc K1 est la clé privée qu'on garde pour soi, qu'on divulgue jamais, et K2 est la clé publique. Donc en gros, je vais envoyer à tout le monde une clé, et chacun va être en mesure de m'envoyer un message chiffré à travers cette clé. Et il n'y a que celle que j'ai gardée qui va pouvoir faire l'opération inverse. L'autre sens est vrai aussi, c'est-à-dire que si je mets un message dans cette clé-là, il n'y a que celle-là qui sera capable de la déchiffrer. On me dirait quel est l'intérêt de chiffrer un message que la clé que j'ai publiée à tout le monde est capable de déchiffrer. Ben, ça s'appelle une signature. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas chiffrer le message, on va chiffrer un identifiant du message, quelque chose qui permet de vérifier que le message est cohérent. On va le passer là-dedans, et tout un chacun sera capable de savoir, en utilisant ça pour déchiffrer cette signature, que c'est bien moi qui l'ai signé, puisqu'il n'y a que moi qui ai la clé qui est capable de faire cette chose-là. Donc, le chiffrement asymétrique permet à la fois la confidentialité et s'assurer de l'identité de la personne qu'on a de l'autre côté, pour peu qu'on soit certain que cette clé-là est bien, provient bien de cette personne-là. Donc ça, c'est encore une autre problématique. Je vous parlais de cet identifiant de message. Donc ça, c'est le deuxième concept mathématique qui est très utilisé dans la blockchain, c'est le hachage. On va faire quelque chose d'assez simple. Vous avez un message qui est 1, 2, 3. Imaginez que c'est, je sais pas, un livre de 4500 pages. On va résumer, on va dire que c'est 1, 2, 3. Et vous voulez donner à quelqu'un les moyens de vérifier le contenu de ce document, mais vous ne voulez pas transmettre tout le document. Donc typiquement, vous voulez distribuer un document, et dans un endroit un peu plus sécurisé, vous dites, pour vous assurer que vous avez le bon document, vérifiez le hachage de ce document, ça devrait vous donner tel chiffre. Donc si on fait un hachage simple de 1, 2, 3, on va par exemple juste faire l'addition. Donc on va additionner 1 plus 2 plus 3, ça va nous faire 6. Donc si je dis à quelqu'un, prends mon document, c'est 1, 2, 3, et pour vérifier que c'est bien le document que je t'ai envoyé, tu fais l'addition de tous les chiffres, ça doit te donner 6. Donc là, on a le hachage. Donc si on reprend ça, je passe mon 6 dans ma clé ici. La personne peut déchiffrer et retrouver 6, et donc s'assurer que le message que j'ai envoyé est bien cohérent et qu'il n'y a bien que moi qui ai pu l'envoyer, puisque on a vérifié le chiffre. Donc là, bon, j'ai fait ça avec 3 chiffres et une addition, mais le process de hachage est un peu plus compliqué mathématiquement et permet de passer tout et n'importe quoi. Hein, une image, une vidéo, le contenu complet d'un disque dur, ce qu'on veut. Là, on a les deux bases de la blockchain qui sont explicitées. Maintenant, donc, comment ça fonctionne en concret? Vous avez un logiciel que vous installez, donc comme un BitTorrent pour télécharger des photos de vacances. On télécharge des photos de vacances avec BitTorrent. Ou des images d'installation de Linux. Qui tourne sur l'ordinateur et qui va se connecter, comme BitTorrent, en peer-to-peer, avec d'autres gens qui font tourner le même. L'idée, c'est que la chose ne fonctionne que si tout le monde se met d'accord sur l'organisation de la blockchain. Donc il y a tout un tas de paramètres que je ne vais pas tous vous les expliciter, mais on va essayer. Donc en gros, tout le monde a le même logiciel, ou en tout cas des logiciels qui sont à peu près d'accord sur comment on fonctionne. Et on a un premier bloc, donc parce que blockchain c'est une chaîne de blocs, qu'on appelle un bloc genèse, qui est le seul qui est fabriqué de la main de l'homme, on va dire. Donc on va créer un premier bloc quand on démarre une blockchain. Donc la genèse du bloc Bitcoin, je ne me rappelle plus de la date, 2010, 2011 ?
2008 peut-être, ouais. C'est un premier bloc dans lequel il n'y a rien, mais qui permet de démarrer la chaîne. Et ensuite, comment on va chaîner des blocs? Eh ben, on va chaîner des blocs avec ces deux principes-là. Je vous expliquerai après comment les blocs sont fabriqués, mais admettons qu'il y a un deuxième bloc qui se fabrique. Il va être chaîné avec le premier dans le sens où, à l'intérieur de ce bloc-là, vous allez avoir en fait le hachage, en français on dit condensat d'ailleurs, pour utiliser des mots français, le condensat du bloc précédent. Donc ce bloc-là vient immédiatement après celui-là, et si celui-là est modifié, vu qu'on a le condensat dans le suivant, la chaîne est cassée et c'est plus une blockchain. Donc ça permet de s'assurer de l'intégrité de la chose. C'est-à-dire que quand votre logiciel va récupérer des blocs de la même façon qu'il récupère des petits bouts de fichiers quand vous êtes en peer-to-peer, théoriquement, ils ne le font pas tous, mais ils devraient. On prend tous les blocs un par un, et puis on vérifie que le hachage qui est inscrit dans le bloc suivant correspond bien au bloc précédent, histoire de vérifier que la chaîne est cohérente. Et ainsi de suite. Alors en fonction des blockchains, parce que vous l'avez peut-être compris dans ce que j'ai dit, Bitcoin est basé sur une blockchain, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et on peut en créer une, c'est-à-dire qu'on peut prendre le logiciel Bitcoin, on le lance, on l'empêche de se connecter aux autres logiciels du réseau Bitcoin, on le fait se connecter qu'avec des logiciels qu'on maîtrise à côté, et hop, on a créé une nouvelle blockchain. La blockchain Bitcoin, elle crée un bloc toutes les 10 minutes, depuis 2008. Donc je vous laisse imaginer déjà la taille de la liste. Maintenant, que contiennent ces blocs? Alors on va pour l'instant toujours rester sur le Bitcoin. Ils contiennent des transactions monétaires. Alors on a assez souvent le réflexe quand on aborde ça de se dire que la monnaie, on a une description en fait de qui a quel argent, et puis après on fait passer l'argent d'un compte à un autre. Dans le Bitcoin, c'est un petit peu déroutant, et c'est pareil dans toute la blockchain. Chaque bloc, en tout cas dans le début du Bitcoin, participe à la création monétaire. Donc quand un bloc est créé, à l'origine, il y avait 50 Bitcoins qui étaient créés. 100. Non, c'était 50 le début. Bref. Un bloc crée 50 Bitcoins. Et après, dans ce bloc, on va mettre des transactions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont perdus? Parce que j'avance et j'ai personne qui lève la main, donc je me dis que peut-être qu'il y en a qui ont déjà décroché. On va avoir des transactions qui ne sont pas nécessairement relatives à la partie du bloc qui a créé les bitcoins, mais à des blocs précédents. Un bloc, une fois qu'il est créé, il ne bouge plus, hein, parce qu'il est référencé par le bloc suivant, etc., etc. Donc, un bloc qui va avoir créé 50 bitcoins à l'instant T, il va contenir des transactions qui n'ont probablement aucun rapport avec les 50 bitcoins en question, mais qui ont rapport avec des blocs précédents. Donc, on va en faire quelques-uns. Et en gros, ce bloc-là, si on a 50 bitcoins qui sont là, dans le bloc suivant, la personne, et je ne vous ai pas encore expliqué comment les gens s'attribuent les bitcoins, la personne qui possède ces 50 bitcoins va dire « je veux en dépenser 10 ». Dans le bloc suivant, il va y avoir écrit qu'on prend les 50 bitcoins qui sont contenus dans ce bloc-là, on en dépense 10 pour les donner à X, et il y en a 40 qui reviennent à Y. Donc vous avez les participants, vous avez les blocs qui contiennent eux-mêmes de la monnaie puisqu'ils sont générateurs d'argent, et vous avez les transactions qui dépensent, entre guillemets, les transactions précédentes. Donc ils ne dépensent pas un stock d'argent qui serait enregistré quelque part dans la blockchain, on passe son temps en fait à redépenser des transactions qu'on a eues. Donc comment on fait? Si on a A qui a 50 bitcoins en stock et B qui en a 10, en gros, quand vous lancez le logiciel, il y a marqué combien de bitcoins vous avez. C'est pas marqué d'où ça vient, hein. Vous avez l'addition des bitcoins, c'est 50 et c'est 10. Et A va dire, je veux donner 5 bitcoins à B. Il va y avoir une transaction qui va partir sur le réseau, toujours du peer-to-peer, comme si on récupérait des bouts de fichiers. Et qui va dire, je dépense cette transaction en fait, de 50 bitcoins que j'ai reçue précédemment, peut-être d'un bloc qui a été créé ou peut-être de quelqu'un qui m'a déjà envoyé de l'argent.
j'en dépense 5 pour les envoyer à B, ce que je vous ai fait tout à l'heure, donc il y en a 5 qui partent, et il y en a 45 que je me réattribue à moi-même. Une transaction est toujours complètement dépensée. Donc si on a... Donc une fois qu'on a eu ça, B a une transaction de 10 qui traînait et une transaction de 5. Il voit, lui, qu'il a 15 bitcoins. S'il en dépense 6, le logiciel de lui-même va dire « Je reprends ma transaction de 5, je l'envoie à C complètement, et je prends ma transaction de 10, j'en envoie 1 à C, et je m'en renvoie 9 à moi. » Et ainsi de suite. Et finalement, les transactions se morcellent gentiment avec le temps. Et si on a, par exemple, reçu une transaction il y a 10 ans, qu'on la dépense maintenant, le bloc qui va contenir cette transaction, et on va passer tout de suite à comment les blocs se fabriquent, va reprendre le bloc d'il y a 10 ans dans lequel était ma transaction d'origine, va dire je reprends l'argent de cette transaction, plum, et j'en envoie un bout à un tel, et je m'en renvoie un bout à moi, si on n'a pas dépensé totalement la transaction. Donc, sur le réseau peer-to-peer, vous avez des transactions qui s'empilent au fur et à mesure que les gens les font. Et à un moment, il faut les écrire dans un bloc. Parce que tant qu'elles ne sont pas écrites dans le bloc, elles ne sont pas effectives. On ne peut pas considérer que l'argent a été dépensé ni transféré. C'est un peu comme quand vous faites un virement à la banque, tant que les sous ne sont pas arrivés sur le compte d'en face, le virement n'est pas réputé fait. Du coup, on a toutes les transactions qui s'empilent. Et je vous disais qu'il se passe un bloc toutes les 10 minutes. Sauf qu'on n'a pas d'autorité centralisée qui va dire « Bon, bah voilà, il s'est passé 10 minutes, donc maintenant, on va prendre toutes les transactions en attente, on va faire un bloc avec. » Il faut que donc le réseau de plusieurs milliers ou millions d'ordinateurs qui partagent le logiciel décide qui va générer le bloc. On ne peut pas le co-générer, c'est un logiciel parmi les autres du réseau qui va générer ce bloc-là. Et là, c'est le gros débat et la grosse créativité de tous les réseaux blockchain qui se met en mouvement. On a en gros 3 grandes méthodes pour savoir qui va créer un bloc. La méthode du Bitcoin, ça s'appelle le Proof of Work, donc il faut que les ordinateurs prouvent qu'ils travaillent pour faire un bloc. Donc si je résume le contenu d'un bloc très gentiment, il y a une partie éventuellement qui va contenir X bitcoins. Si le bloc génère de la monnaie, donc dans le cadre du bitcoin, tous les 1 an et demi ou 2 ans, je crois, le nombre de bitcoins qui est généré par bloc divisé par 2, jusqu'à atteindre 21 millions de bitcoins, et quand les 21 millions de bitcoins auront été émis, les blocs ne vaudront plus rien. Mais vous verrez que ça n'empêchera pas de continuer à en fabriquer. Il y a une liste de transactions. Donc une liste de transactions, c'est quoi? C'est la référence à une transaction précédente et la clé publique de la personne à qui on veut l'envoyer. Je vous disais tout à l'heure, clé publique, clé privée. La clé privée sert à accéder, enfin à signer des transactions en disant « je veux dépenser mes sous » et la clé publique sert à recevoir des sous de quelqu'un d'autre qui nous les envoie. Et puis, et c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie dans le Bitcoin, et c'est très idiot, il y a la preuve de travail, Proof of Work. Proof of Work, c'est quoi? C'est en fait bêtement, mathématiquement, et puis j'ai oublié, il y a aussi la référence du bloc précédent. On va prendre la totalité des infos qu'on met dedans, donc les transactions, la référence du bloc précédent et des chiffres qu'il faut trouver, ou des lettres qu'il faut trouver. Et il va falloir que le condensat de l'ensemble de tout ça donne un chiffre qui commence par un nombre donné de 0. Donc, mathématiquement, on ne peut pas prédire la chaîne, enfin, prédire le résultat du hachage que je disais tout à l'heure, en se disant, bon, bah, ici, je vais mettre 7, 8, 9, 10 comme chiffre aléatoire, et le condensat de tout ça va me donner le nombre de zéros dont j'ai besoin. Donc, en fait, que font les machines qui minent du Bitcoin? Elles passent leur temps à stocker les transactions en cours de validation, vérifier qu'elles sont valables, donc vérifier que la transaction à laquelle on fait référence n'a pas déjà été dépensée dans un bloc précédent, et puis trouver une suite de caractères aléatoires qui va faire que tout ça passé dans le hachage, pour le cas du Bitcoin, c'est le protocole MD5,
tout ça passé dans le MD5 va nous donner une chaîne qui commence par un certain nombre de zéros. Et plus il y a de gens qui font ce travail-là, plus il y a de probabilité que les ordinateurs trouvent un bloc. Et comme il faut que ce soit, en gros, toutes les 10 minutes qu'il y ait un bloc, plus on a ça, plus il va falloir de zéros au début du truc. Donc plus il y a d'ordinateurs qui travaillent, plus c'est difficile de trouver un bloc. Le tout pour maintenir artificiellement le fait que statistiquement, on ait un bloc toutes les 10 minutes. Alors ça marche si on regarde sur une période de quelques mois, mais des fois, il y a un bloc qui est trouvé, et puis 20 secondes après, il y en a un nouveau qui est trouvé. Celui qui est trouvé 20 secondes après, il contient beaucoup moins de transactions que s'il s'est passé 20 minutes. Mais des fois, il se passe aussi 20 minutes entre les deux. Et ce nombre de zéros au début de la chaîne, en fait, s'adapte de lui-même dans le protocole. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut que tous les logiciels soient d'accord entre eux. Parce que s'il y en a un qui dit « bah non, moi je m'en fous, je vais accepter moins de zéros », il va peut-être créer un bloc, il va l'envoyer à tous les autres, mais les autres vont le refuser. Parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de zéros, parce que le bloc précédent a été trouvé il n'y a pas assez longtemps. Donc on ne peut pas tricher. Ça va toujours ? Pourquoi MD5 alors qu'il y a des failles de sécurité sur MD5? Alors c'est pas grave. Parce qu'en fait, on ne cherche pas à sécuriser quelque chose. On cherche juste à faire chier les ordinateurs pour pas qu'ils travaillent trop vite. Oui, non, mais je comprends l'idée générale qui est derrière, mais bon, il y a des collisions dans MD5, elle n'est pas réciproque. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas... Alors collision dans MD5, ça veut dire qu'avec des données sources différentes, on va obtenir un condensat identique. C'est pas... de toute façon, toutes les méthodes de hachage ont ce problème-là, parce que vu qu'on a des données d'une certaine taille, nécessairement, si on réduit la taille du résultat, on va avoir plusieurs données sources différentes qui vont donner le même résultat. Elles sont bonnes jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. Voilà. MD5, c'est close. Maintenant, alors c'est une très bonne parenthèse. En dehors de ça, à quoi sert le MD5 et le hachage? Ça sert généralement à stocker les mots de passe sans en avoir la connaissance. Quand vous vous inscrivez sur un site, vous créez votre compte, vous tapez votre mot de passe, le mot de passe est envoyé sur le serveur du gestionnaire du site. Et pour éviter les petits problèmes de sécurité que connaissent certains avec les grands titres de la presse qui disent « Ah, bah, un tel s'est fait pirater sa base et il y a X milliers ou millions ou milliards de mots de passe qui sont dans la nature. » Qu'est-ce qu'on fait? On va les hacher. Donc hacher le mot de passe, ça veut dire que si mon mot de passe c'est Toto, eh ben, sur le serveur de l'autre côté, va y avoir marqué 5 dièse 43/AB. Avec un algorithme de hachage, celui qu'on veut, plus ou moins sécurisé en fonction de ces histoires de collision, et si la personne revient en disant « mon mot de passe c'est Toto », on est capable de vérifier que c'est bien ça, puisqu'on a ça et qu'on connaît la méthode pour obtenir ça. Donc on va remettre ce que la personne a tapé et on va comparer ça avec le truc. Si ça ne donne pas le même, c'est que la personne n'a pas tapé le bon mot de passe, mais du coup, on ne stocke pas le mot de passe en clair. La parade à ça, quand on fait un petit peu de hack, c'est de dire, bah, je vais prendre tous les mots de passe un peu connus et un peu génériques, donc ça, il y a des dictionnaires pour ça, hein, et je les passe à travers l'algorithme en question. Je fais mon listing, comme ça, je connais déjà d'avance le résultat du hachage, et puis, quand je tombe sur une table de hachage que j'ai piratée quelque part, je suis capable de retrouver les mots de passe d'origine et puis après d'aller les essayer sur Facebook, sur Twitter, sur Gmail, sur machin, parce que tout le monde utilise les mêmes mots de passe partout. Donc petite parenthèse, mettez pas les mêmes mots de passe partout. La première parade à ça, c'est qu'avant de hacher le mot de passe, on va rajouter du sel. Comme on dit chez nous, donc on va, bêtement, on peut écrire sel ou autre chose, on va mettre totosel, et du coup, le résultat sera différent. Donc quelqu'un qui va vouloir faire une attaque par dictionnaire déjà haché, va devoir reconstituer tout son dictionnaire en rajoutant derrière les mots de passe bien connus, la chaîne, comme ça, donc ça va le ralentir un peu, mais ça ne l'arrêtera pas. Et en plus, on a un problème de collision, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement remonter, non seulement comme ça, mais en plus, Toto va donner ça, puis peut-être Tata aussi, et puis Tutu, et puis tout un tas d'autres choses. Ici, on ne cherche pas à sécuriser, c'est-à-dire qu'on ne protège pas des infos confidentielles à l'intérieur de tout ça, puisque tout est public. Mais par contre, on cherche à enquiquiner les gens. Donc c'est pas bien grave si on a des problèmes de collision sur MD5, dans ce cas précis-là. On aurait pu effectivement mettre du SHA-256 ou d'autres hachages. Le fait est que ça a commencé comme ça sur la base du Bitcoin. Il y a d'autres blockchains qui fonctionnent avec d'autres systèmes de hachage. À l'époque du Bitcoin, les collisions de MD5 n'avaient pas de collision d'ailleurs. Ça commençait tout juste, je pense. Ça devait, voilà. Mm. C'est assez vieux quand même. Ça a joué,
du coup, où en était-je? Voilà, ça c'est le principe du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on fait donc travailler les ordinateurs, il y a des transactions qui arrivent en permanence, donc on réinclut en permanence les nouvelles transactions dans sa moulinette, on vérifie qu'elles sont valables, et quand on a eu du bol, c'est-à-dire que la totalité des transactions qu'on a en attente, alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas obligé de toutes les prendre. Il y en a qui sont en attente, si le logiciel qu'on a décide d'en mettre certaines de côté, bah, elles vont rester en attente, jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien les prendre. Et donc je disais tout à l'heure que les blocs créent par eux-mêmes de la monnaie, mais le titulaire du bloc, c'est-à-dire celui qui a créé le bloc, récupère en plus les frais de transaction qu'il a inclus dans son bloc. Quand vous créez une transaction Bitcoin, maintenant c'est moins évident dans les logiciels Bitcoin, mais à l'époque on pouvait explicitement indiquer les frais de transaction qu'on voulait mettre. On pouvait même mettre 0 si on voulait. Mettre 0, ça voulait dire qu'en fait on n'était pas bien pressé, et que la personne, enfin l'ordinateur qui crée les blocs, les mineurs, ils prennent la transaction quand ils auront envie de la prendre parce qu'elle leur rapportera rien. Aujourd'hui, les gens font la course au Bitcoin et au minage, surtout pour récupérer ça, parce qu'aujourd'hui, ça vaut encore 12 Bitcoins et demi, et 12 Bitcoins et demi, ça doit faire quand même la bagatelle de quelque chose comme 800 €, donc c'est intéressant. Mais 12 Bitcoins et demi, ça va encore durer 2 ans, ensuite ce sera 6,25, ensuite ce sera, etc., etc. Mais dans le même temps, il y a de plus en plus de gens qui font du Bitcoin, donc il y a de plus en plus de transactions, et les gens qui sont pressés pour effectuer une transaction, ils mettent des frais de transaction un peu élevés. On parle de 0,001 Bitcoin ou quelque chose comme ça, donc c'est pas énorme, mais je regardais tout à l'heure, là, en gros, il y a 4-5 transactions par seconde qui passent sur le réseau, donc il y a de plus en plus manière à gagner sa vie avec ça. Ou en tout cas, le matériel qu'on utilise pour miner. Le matériel qu'on utilise pour miner, on parle de gigawatts dans des entreprises chinoises dans la campagne qui ont installé... J'aurais dû ramener un mineur, tiens. T'aurais pu, ouais, mais moi, il ne me servent plus parce qu'ils mangent trop. Regardez sur YouTube, quand ça brûle, ça chauffe. Voilà, parce que ça chauffe à mort. Tout ça pour calculer des HMD5 pour trouver un certain nombre de zéros et être le premier à envoyer le bloc sur le réseau pour gagner ça plus ça. Donc c'est très contre-productif du côté énergétique, le Bitcoin. Heureusement, il n'est pas tout seul. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les gens qui connaissent le Bitcoin là, sur les fondements techniques? J'ai à peu près fait le tour, je crois. Après, le taux de change lié au fait que la monnaie va s'arrêter à un moment à l'émission, on ne sait pas trop ce qui va se passer économiquement. Mais là, alors, on a eu, donc ça s'appelle le halving, hein. Toutes les divisions par 2 du nombre de bitcoins de chaque bloc, il y en a eu un le mois dernier. On s'attendait à un cataclysme sur le cours, en fait, il n'a pas bougé d'un iota. Parce qu'il gagne de plus en plus sur les transactions, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça, c'était le proof of work. On a eu le deuxième qui a commencé un peu à émerger en matière de blockchain monétaire, c'est le NXT. Lui fonctionne selon le bon vieux principe capitaliste du proof of stake. Donc la probabilité pour générer un bloc va à celui qui a le plus d'unités monétaires en compte. C'est dégueu, hein. Plus on a de pognon, plus on a de pognon. C'est un peu le principe qu'on a chez nous. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai essayé. Alors l'avantage du NXT, c'est que ça peut se miner avec un téléphone. Hein. Et ça ne consomme aucune ressource puisqu'il n'y a pas ce principe-là d'aller chercher des calculs mathématiques compliqués qui consomment de l'énergie. Mais par contre, il faut en avoir plein pour en générer. Ce qui n'est pas bien grave, parce que tout ça se base quand même sur le fait que l'idée est d'avoir des systèmes monétaires qui permettent aux gens de faire des échanges financiers. Et le côté un peu marginal que connaissent toutes ces monnaies-là au démarrage, qui est un peu de la spéculation, voudrait tendre à disparaître. Alors sur le Bitcoin, c'est compliqué parce qu'il y a quand même un enjeu énergétique assez énorme. Sur le NXT, ça a un petit peu commencé parce qu'ils ont développé tout un tas d'autres choses à côté. Et vous avez l'Ethereum qui a fait les gros titres il n'y a pas très longtemps parce qu'il Non, l'Ethereum n'a pas été hacké. Un acteur d'Ethereum s'est fait hacker. De la même façon que dans le Bitcoin, il y a c'était quoi, il y a 5 ans, MTGOX, un truc comme ça. Un des plus gros acteurs du moment qui s'est fait pirater. On suppose même que c'est plutôt le patron en fait qui s'est barré avec la caisse. Bref, voilà. Non, il n'y a pas eu de problème de sécurité sur les blockchains jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a eu que des problèmes de sécurité à côté dus à des erreurs humaines. Typiquement, pour
élargir un petit peu le spectre. Là, je vous ai montré donc des blocs qui contiennent des transactions, une preuve de travail éventuelle, une référence du bloc précédent. Dans le NXT, dans l'Ethereum, dans le NXT aussi, je crois, on a une notion en plus de programmation dedans. Donc, dans un bloc, en plus des transactions, on peut avoir du code informatique, qui va donc être exécuté sur les machines de tous les participants du réseau. Et ça, on s'en sert pour faire fonctionner le buzzword smart contract, donc contrat intelligent. Et en fait, dans le code, va y avoir programmé des conditions pour que quelque chose se réalise ou ne se réalise pas. Donc, typiquement, on va prendre un système simple. Je veux mettre en vente quelque chose. Je vais émettre un smart contract qui va dire quand une transaction de telle adresse Ethereum à telle adresse Ethereum a été réalisée, tu vas envoyer une URL à telle adresse mail pour livrer un fichier ou une image ou un truc comme ça. Ça, c'est un smart contract tout bête. C'est parti super vite ce truc-là. Il y a plein de gens qui s'y sont intéressés chez les fanats de blockchain. Et il y a un smart contract qui a très très bien marché parce que ça permettait de faire de la spéculation pour pas cher et de gagner pas mal de pognon quand on était doué. Sauf que dedans, il y avait un bug, c'est-à-dire que, pour faire simple, la transaction qui devait avoir lieu, en fait, le smart contract allait chercher l'argent d'un côté, et puis après, il l'envoyait de l'autre, mais il le faisait en 2 étapes. Et le petit malin qui a réussi à casser tout ça, en fait, a réussi à péter le smart contract entre le moment où il allait chercher le pognon et le moment où il le renvoyait pour en piquer un morceau. Et il l'a fait en mode récursif. Donc, le smart contract, en fait, s'interrompant, il redémarrait au début, et plop, il leur piquait un morceau, plop, il leur piquait un morceau, plop, il leur piquait un morceau. Et en fait, il a appliqué 21 millions de dollars ou un truc comme ça. C'est sur The DAO qu'il a fait ouais. ça. MTGOX, donc a priori le patron s'est barré avec la caisse, mais il n'y a pas eu de soucis de sécurité à l'intérieur des protocoles blockchain. Mais par contre, ça pourrait arriver. 60 millions de dollars. 60 millions, ouais. Sur les proof of work, plutôt que hacher bêtement des MD5, il n'y aura pas moyen de faire des calculs entre guillemets utiles, c'est-à-dire qu'il y a déjà des systèmes de calcul distribués, style SETI Atom et compagnie, et donc de dire, quitte à faire fumer les machines, autant les faire fumer pour quelque chose, se sortir des haches qui servent à rien. L'ennui, c'est que le principe, c'est que la difficulté, on reste toujours dans l'idée qu'il ne faut pas que ce soit une autorité centrale qui fixe le but du travail. Parce que typiquement, si on va analyser du spectre hertzien pour détecter les extraterrestres comme font SETI, il y a quelque part un serveur sur Internet qui va devoir valider que le travail a bien été fait, comme on attendait qu'il soit fait. Il va y avoir un endroit où on va avoir la source du boulot à faire qui va être envoyée. Là, la source du boulot, c'est les transactions et le bloc précédent. Et le résultat du boulot, c'est un truc tout con, tout simple, qui est facile à programmer dans tous les trucs. C'est un nombre de zéros dans le résultat du calcul. C'est bon, en fait, on ne peut pas se baser sur un tiers qui va vouloir injecter du travail en disant le jour où il n'y a pas de travail, c'est pas grave, on revient à essayer de trouver des zéros. Mais s'il y a autre chose à faire en attendant, on va faire autre chose. Ça voudrait dire que la blockchain en question dépend d'un tiers qui va envoyer des ordres et c'est pas l'idée. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont essayé de trouver des trucs intelligents là-dedans. Après, rien n'empêche de faire une blockchain plus ou moins basée là-dessus, mais du coup, elle ne sera pas vraiment décentralisée. Ouais, ce ne sera pas vraiment une blockchain. Si, parce que, alors justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a donc plein de gens, maintenant, il y a des Microsoft, je ne sais pas s'il y en a qui fréquentent un peu le cloud, dans leur cloud Azure, là, ils ont lancé une grande campagne marketing en disant blockchain as a service. Donc ça, c'est quoi? C'est la même chose que pour l'hébergement. Avant, quand vous vouliez héberger un site web, vous preniez une machine, vous le foutiez dans une armoire, vous la connectiez à Internet, vous mettez votre site dedans, et puis voilà. Maintenant, il y a le cloud, donc vous n'avez plus de machine à acheter, plus de service, plus de machin. Vous avez qu'à cliquer, ça marche tout seul. Ben là, ils veulent faire pareil en disant aux gens, on va vous faire toute l'abstraction mathématique du machin, vous aurez juste un petit service en disant je veux envoyer de l'argent ou je veux récupérer de l'argent, et puis nous, vous inquiétez pas, on s'occupe du truc derrière. Alors on s'en occupe comment? Est-ce qu'on s'en occupe en se basant sur le Bitcoin, qui est quand même une blockchain répandue avec plein de mineurs, ou est-ce qu'ils ont créé leur petite blockchain dans leur coin? Juste à eux, en fait. Donc du coup, c'est plus une blockchain, parce que c'est eux qui la maîtrisent à 100%. Ou encore pire, ils ont fait une blockchain avec quelques acteurs autres,
avec peut-être 100, un millier de mineurs. Et puis le jour où quelqu'un va se pointer avec une puissance de calcul, si c'est une blockchain qui fonctionne de la même façon que ça, avec une puissance de calcul plus élevée, on va se retrouver dans le cas donc, de ce qui est connu comme l'attaque à 51%, c'est-à-dire que quand il y a plus de 50% de la puissance de calcul d'une blockchain qui est entre les mêmes mains, cette personne-là peut dicter sa loi. Parce que ça, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais la probabilité qu'un bloc soit trouvé en même temps à deux bouts du réseau peer-to-peer de la blockchain, elle n'est pas nulle. Ça arrive. Tous les mois, tous les 2 mois à peu près. Du coup, la blockchain, elle fork. Ça part dans deux sens. Il y a deux blockchains qui cohabitent. Et puis les gens commencent, probablement par adjacence de réseau, à travailler sur ces deux nouveaux blocs pour en trouver d'autres. Donc, si on reprend ce qu'on avait ici, là, lui, il a fait un bloc, et puis toc, pouf. J'ai un deuxième bloc qui est créé, qui référence ce bloc-là. Et puis il y a quelqu'un qui trouve un bloc en référençant celui-là, mais là, ça continue aussi. Ça finit toujours à un moment par converger, dans le sens où la probabilité que là, il y ait deux blocs qui soient trouvés en même temps, elle n'est pas nulle, mais la probabilité ensuite pour que les deux blocs suivants des deux côtés soient trouvés aussi en même temps, dans le temps, la probabilité tend vers 0. On ne pourra pas avoir une infinité de temps où les deux blocs vont être trouvés en même temps. Donc à un moment, tous les ordinateurs du réseau vont se retrouver face à un dilemme en disant, bah voilà, j'ai deux blockchains qui sont en train de m'arriver en parallèle avec des références qui ne correspondent pas, je vais en garder qu'une. Et je vais garder celle qui est la plus longue. Donc, mettons que là, on est à T0, là, on est à T1, à T2, lui, il va en trouver un, mais lui, il n'en a pas trouvé, et à T3, lui, il en trouve un autre, et lui, il en trouve un. À ce moment-là, ça va commencer à reconverger, parce que tous les ordinateurs du réseau vont se retrouver avec une chaîne courte et une chaîne longue, et celle-là, en fait, elle va purement et simplement disparaître. Les ordinateurs vont l'acheter. Et les infos qui sont dedans. Et les infos qui sont dedans. Donc, quand on fait une transaction Bitcoin, on attend. On sait quand elle est inscrite dans un bloc, parce qu'on a moyen de vérifier toutes les transactions écrites dans les blocs, et on voit sur le client Bitcoin l'âge, en fait, de la transaction qui est compté en bloc. On considère aujourd'hui, pour être bien secure, qu'il faut attendre 10 blocs au-dessus du bloc dans lequel on a sa transaction, pour être certain de ne pas la voir disparaître à un moment ou à un autre. En fait, voilà, ils ont estimé et calculé qu'à partir de 10 blocs, la probabilité d'avoir eu 10 blocs simultanés sur les deux ou plusieurs chaînes était nulle. Et que donc, à partir du moment où on a 10 blocs, il n'y a pas de risque de se retrouver dans ce cas-là avec une transaction qui serait là, qui serait supprimée. Maintenant, si la transaction a été faite correctement, elle est probablement écrite dans les deux chaînes, de toute façon. Puisque celle-là, ce bloc-là, s'est constitué à partir des transactions en attente. Donc il y a quand même une bonne probabilité que la transaction soit dans les deux. Donc si on a une des deux qui est supprimée, c'est pas grave. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui râlent parce qu'il y a eu une transaction ici, ça n'a pas été inscrit là, 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 et cette branche-là a fini par disparaître. La transaction a donc été annulée, c'est-à-dire que l'argent ne disparaît pas, il revient à son émetteur. Et le destinataire, lui, il avait déjà livré les produits ou fait le service qui correspondait, ou voilà. Donc, voilà, quand c'est important au niveau transactionnel, on attend une dizaine de blocs, sur le Bitcoin en tout cas, pour être sûr que ça fonctionne bien. Sur le NXT, c'est un bloc toutes les 30 secondes de mémoire, et il est conseillé d'attendre 1044 blocs. Et il y a un dernier mode de fonctionnement qui a été implémenté pour la première fois par des Français sur un projet qui s'appelait les Ucoin, et j'ai oublié comment il s'appelle maintenant, des unitaires. Voilà. C'est le Web of Trust. Alors le Web of Trust, on change complètement de régime et on change complètement de système monétaire. Donc avant, on avait celui qui a les ordinateurs les plus gros qui gagnent le plus d'argent ou celui qui a le plus grand nombre d'unités monétaires qui en regagne derrière. Dans le Web of Trust, qui a déjà entendu parler de revenu universel? Hein? Au niveau économique. Ouais. Au niveau économique. Le Ucoin, donc le D-Unité en maintenant, implémente le revenu universel dans la blockchain. Donc très concrètement, je suis monsieur A, je me crée un compte
sur la blockchain en question. Et à partir du moment où j'ai fait ça, tous les mois, ou toutes les unités de temps définies dans la blockchain en question, je vais avoir des unités monétaires créées régulièrement par la blockchain qui vont tomber pour moi. Principe du revenu universel. J'existe dans la blockchain, j'ai des unités monétaires qui tombent. Ça pose un petit souci, c'est-à-dire que lancer un logiciel sur un ordinateur, c'est super facile d'en lancer 50, 100, 2000, et du coup d'avoir X fois ce revenu universel qui va tomber tous les mois. On va garder le mois, c'est plus simple en parlant. Pour contrer ça, la blockchain en question, dans ces blocs, en plus de transactions et de création de dividendes universels, qui est donc dépendant du nombre d'utilisateurs, implémente une toile de confiance. Et avant de pouvoir recevoir ces dividendes-là, il va falloir qu'il y ait un certain nombre, et c'est défini dans le protocole informatique en lui-même, de personnes qui disent « oui, A existe ». C'est une personne réelle, c'est une personne physique, ou une personne morale d'ailleurs. C'est une cooptation, quoi. C'est une toile de confiance. Et il va falloir le renouveler régulièrement. Parce que c'est un petit peu facile d'être allé draguer 3-4 personnes en leur disant « vas-y, valide-moi », puis valide mon deuxième compte aussi, puis valide mon troisième. Donc, les validations ont une durée de vie et doivent se refaire régulièrement. Tendance même obligerait les gens à se voir physiquement pour faire cet échange de clés. Pour ceux qui font un petit peu de chiffrement asymétrique, s'il y en a, c'est l'équivalent de la validation des clés PGP quand on veut s'envoyer des mails sécurisés à l'ancienne et qu'il n'y avait pas encore Telegram, Signal, etc., pour discuter de façon confidentielle. Du coup, là, la décision de qui crée le bloc est vachement plus simple, c'est au hasard. Un ordinateur qui tourne, et puis, petit bonheur la chance, il crée un bloc. Parce qu'en fait, on s'en fout. Il faut créer des blocs suffisamment souvent pour enregistrer les transactions qui sont faites sur la blockchain et les avoir dans le truc. Il faut vérifier que la suite des blocs est cohérente, mais on n'a pas besoin d'empêcher quelqu'un de créer un bloc, puisque tout participant à ce truc-là touche un montant défini et fixe. Donc quand il y a un nouveau bloc qui est créé, si on a 1200 participants, ce qui doit être à peu près la taille du réseau des unitaires aujourd'hui, eh ben on va avoir 1200 unités de monnaie qui vont être créées à chaque bloc. Ou alors tous les X blocs si on veut faire un revenu universel mensuel. Donc si on dit qu'on fait un bloc toutes les 10 minutes, ben on fait 30 jours divisé par 24, divisé par 60, et puis par 6, et puis ça donne voilà, tous les X blocs, boum, il y a des unités monétaires qui tombent, et ça tombe dans la poche de chacun. Ça fonctionne super bien mathématiquement parlant, c'est vachement séduisant intellectuellement parlant aussi. Les gens ont beaucoup de mal à s'y mettre par contre, et c'est dommage. Mais ça pourrait être une bonne occasion de tester le revenu universel sur quelque chose qui finalement aujourd'hui est relativement confidentiel encore. Mais il y a les applis sur smartphone qui commencent à sortir, on commence à pouvoir faire des choses bien. Ça, c'était la partie monétaire, avec les différentes méthodes de fonctionnement et de création. Maintenant, sur la blockchain, on peut faire tout un tas d'autres trucs, parce que dans une transaction... Quand est-ce que ça passe du monétaire, enfin du virtuel au réel là? Quand on veut. À partir du moment où tu as trouvé quelqu'un qui, contre tes unités de monnaie virtuelle, est d'accord pour te donner soit une unité monétaire qui a cours légal, soit te rendre un service, soit te donner un objet, soit... Mais de base. Alors de base, typiquement, moi j'ai pensé, je suis en train d'essayer de monter un tiers-lieu, ça parle à tout le monde? Non, probablement pas à tout le monde, mais bon. Dans le cadre d'un tiers-lieu, bon, un tiers-lieu, en gros, en simplifiant trop et sans me faire taper par les gens qui sont du milieu dans la salle, chez vous, c'est le premier lieu, le travail, c'est le deuxième, le troisième, c'est ni chez vous, ni le travail, mais ça peut être un peu des deux. Pour simplifier, c'est à peu près bon. Voilà. Dans un tiers-lieu, on va peut-être mettre un bar associatif, on va peut-être mettre un coworking, le bar associatif, soit on a une caisse, et puis on prend des pièces de 1 euro ou de 50 centimes à chaque fois qu'on va tirer une bière, soit on trouve autre chose. Et si le modèle économique du lieu est compatible avec ça, on pourrait dire que les personnes qui sont dans le lieu régulièrement et qui l'animent, on ne va pas leur faire un revenu, parce que l'idée, c'est pas de gagner sa vie avec un tiers-lieu, mais par contre, elles pourraient être
membre, et ça pourrait être la condition pour être membre d'un réseau comme ça. Et du coup, une personne, quand elle est présente, elle fait partie de ce truc-là et elle touche un revenu universel. Et quand elle n'est pas là, elle n'en fait pas partie. Et elle ne touche pas de revenu universel. À partir de ce moment-là, on a des unités monétaires qui tombent. Et avec ces unités monétaires-là, on peut aller prendre de la bière au bar. C'est un exemple tout bête. Aujourd'hui, en dehors des crypto-terroristes, pédophiles et autres djihadistes qui, paraît-il, achètent et échangent des armes à travers le bitcoin, etc., on peut acheter un nom de domaine sur Internet en bitcoin. On peut payer une prestation de service de quelqu'un à l'autre bout de la planète en bitcoin. On peut thésauriser ces bitcoins dans l'idée d'attendre que le cours monte pour les revendre sur des plateformes d'échange. C'est tout pareil que la monnaie à cours légal. Ça dépend de la confiance qu'on lui donne et de ce qu'on arrive à faire en face avec qui est capable de l'accepter. Mais sinon, ça ne se transforme pas comme par magie, protocolairement parlant, en argent sonnant et trébuchant ou en compte bancaire au Crédit Mutuel. Hein, mais par contre, ce n'est pas interdit que, incessamment sous peu, des banques proposent, à côté des comptes en euros et en dollars et en yens, des comptes en bitcoin, en NXT, en Ethereum, en ce qu'on veut. Hein. Ça devient une monnaie comme une autre, finalement. Aujourd'hui, but, confo, on peut payer en bitcoin. But. Sur le site, ouais. Mais tu peux aller acheter quelque chose à but au CER, après payer en bitcoin. Ah ouais. D'accord. Voilà. Ça, je pourrais dépenser les 2-3 que j'ai en stock. Si tu veux un bon canapé. Tout à l'heure, j'ai parlé des smart contracts qui étaient quelque chose qui pouvait être là. On peut mettre un peu ce qu'on veut hein, dans une blockchain. Et ce qui a donné la désintermédiation bancaire sur l'économie peut s'appliquer à tout un tas d'autres trucs. Typiquement, aujourd'hui, quand on va voter, on a une autorité semi-centrale qui est la personne qui tient l'urne et qui, après, assesseur présent, va l'ouvrir et va dépioter les résultats. On n'a pas encore trouvé de méthode magique pour reproduire ça très exactement, mais si, à la place d'une transaction, on écrivait une instruction de vote, ça reviendrait au même, exception faite du secret du vote. Oui, ça a l'air méchant comme ça, mais dans certains modes de fonctionnement, ça peut très bien fonctionner. Gestion collégiale d'une entreprise, peut-être très étendue, ou d'une coopérative. Le secret du vote peut éventuellement être requis. Tant qu'il n'est pas requis par les membres qui ont besoin de voter, on peut très bien se satisfaire de ça. Il y a des mix, hein, papier et numérique, qui permettent de conserver le secret du vote en ne stockant le résultat des votes en mode numérique dans des blockchains, sans stocker l'identité, mais en vérifiant quand même que les votes sont uniques. Concernant le vote, il y a aussi quand même une limite. En tout cas, si on parle du vote citoyen, je dirais, c'est l'accès aux technologies numériques. Tout à fait. C'est par là que ça va commencer. L'accès aux technologies et les compétences aussi. Enfin, avoir la compréhension. C'est un pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'accès physique, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones, enfin, tu es bien placé pour savoir qu'il y a des zones où il n'y a pas Internet. Oui. Il y a l'accès. Pas de moins en moins quand même, on travaille. Peut-être vous venez à Chablis. Quand tu auras une bouteille. Bah, ça peut s'arranger. Il y a aussi l'accès des compétences, c'est-à-dire la petite grand-mère de 80-50, quand on va commencer à dire tu votes sur ton ordinateur, elle va déjà dire d'ordinateur j'en ai point. Alors pas sur le vote, mais sur la monnaie, il y a un certain nombre de projets qui ont été faits avec plus ou moins de succès, de rematérialisation de la blockchain. En gros, en quoi ça consiste? Ça consiste à créer un... Bah là on a un C, on va faire un D. On crée un compte sur la blockchain, donc une clé privée, une clé publique. On se garde sa clé privée. On va l'imprimer sous forme d'un QR code dans une carte à gratter. Et au dos de la carte à gratter, il y aura le QR code de la clé publique qui lui sera au vu et au su de tous. Et puis en haut, on va écrire 10 bitcoins. Et on va envoyer d'un compte provisionné 10 bitcoins à cette adresse-là. Et on va détruire la clé privée qu'on a générée, qui était sur l'ordinateur. On ne va la conserver que sur la petite carte à gratter. Et en gros, quand on va vouloir dépenser le truc en question, on va gratter la clé privée.
On va aller dans le magasin, on va présenter les 10 bitcoins et on va dépenser ces 10 bitcoins. Charge au magasin d'avoir éventuellement une carte à gratter de 1 bitcoin ou de 0,5 bitcoin pour rendre la monnaie. Mais du coup, on peut matérialiser de la blockchain comme ça. Ça doit être faisable aussi au niveau vote, dans le sens assez simple où si on a une urne avec des papiers, l'assesseur qui à la fin a le résultat peut injecter. Non, bah, tu as autant de non, t'as des bulletins de vote à gratter. Tu reçois, Faire des bulletins de vote à au gratter. printemps, tu vas recevoir 16 ou 18, on est peut-être même parti pour plus que ça. Oui. Bulletins, Ah oui. et puis Ouais, tu ramènes 17, celui ouais. dont tu On as va en avoir un besoin. paquet, ouais. Que à la limite, tu peux imaginer. Bon, à Ce qui veut dire qu'il faut créer autant de clés privées et de clés publiques que de candidats multipliés par le nombre d'électeurs. Bah, écoute, tu veux faire fumer Ça, les c'est machines au possible. moins. Un glacier au moins. On a déjà tué les orang-outans tout à l'heure. Le vote, il y a eu une tentative très médiatisée, mais qui n'a rien donné. Il y en a eu une autre qui a été beaucoup moins médiatisée dans le même genre, qui concerne le cadastre. Enregistrement des parcelles cadastrales dans une blockchain, pour éviter d'avoir à stocker ça dans un truc central qui peut éventuellement péter, qu'il faut sauvegarder, et puis qui n'est pas accessible simplement. On pousse tout le cadastre, donc coordonnées géographiques et identité ou référence de l'identité du propriétaire, et on envoie ça dans une blockchain, ce qui est génial parce que du coup, quand quelqu'un fait une séparation cadastrale, on prend la transaction qui a créé cette parcelle dans la blockchain, on la divise en X, alors pas avec une simple division où là je dis que je mets 1 là et 9 là, mais avec des coordonnées géographiques, ça se débrouille très bien en base de données en mathématiques, et on divise des transactions cadastrales pour faire des sous-parcelles. Ça fonctionne. Informatiquement parlant. Après, est-ce que c'est pertinent de le faire? Je ne sais pas trop. Où qu'on en est? Bah tiens, 10h32, c'est très bien. Le fond de tout ça, donc, c'est de la désintermédiation. J'ai commencé tout à l'heure en disant que ça pouvait faire péter la façon dont on gérait l'argent au système bancaire actuel. C'est pas forcément vrai parce que, alors d'une part, pour des questions d'accès aux technologies, parce que pas que mamie qui a 85 ans, hein, le moment où on aura des monnaies virtuelles, blockchain dans nos téléphones et qu'on s'en servira majoritairement dans la vie courante, il n'est pas arrivé encore. Ne serait-ce que parce que ça va être compliqué de faire entendre à une personne normale. Je ne sais plus combien j'en ai là-dedans. Mais je vais lancer la machine à Bitcoin. Voilà, j'ai l'équivalent de 14,86 € dans le téléphone. Uniquement. Non, 14 euros. Oui, pas 14 bitcoins. 14,86 €. Ah oui. Non, j'ai 27,03 millibitcoins. Oui, non, parce que non, parce que c'était 14... 14 bitcoins dans le téléphone, j'aurais fait une sauvegarde. Là, j'ai pas sauvegardé la clé privée du téléphone. Donc, Il a combien le bitcoin là actuellement? 6 ou 800, c'est ça que tu disais? 6 ou 800 euros, non? ouais, un truc comme ça. Hein. Non, d'où la remarque. Non, mais tu as raison, mais c'est juste pour préciser. Ça représente des montants. Ouais. 14 bitcoins, oui, ça cause déjà, ouais. Ça vaut plus cher que le téléphone. Bah là, si on regarde les transactions en live, bon, c'est un tout petit, mais j'ai pas envie de brancher le projecteur pour ça. Là, vous avez les transactions au fur et à mesure qu'elles arrivent. 545. Donc ça bouge. 545 €. Et on voit des transactions, là, 0,03, 0,2, 0,1. Il y a beaucoup de petites transactions. Ah, 15 bitcoins, ça commence à faire des sous. 250. Ouh. Donc ça bouge pas mal. Typiquement, moi, je me suis servi de ça à un moment pour transporter des bitcoins. Parce que je suis allé à un endroit où c'était compliqué d'aller récupérer ma clé, dire à la personne, etc. J'ai juste sorti le truc, j'ai dit, tiens, tu me flashes le QR code qui est en haut là. Boum, j'ai attendu, j'ai vu la transaction arriver, on a bu une bière, une demi-heure, 3/4 d'heure en attendant qu'il y ait des blocs qui s'empilent dessus. Puis après, je suis parti, et puis voilà. Puis après, à la maison, j'ai renvoyé ça vers mon portefeuille autre qui, lui, est sauvegardé, etc. et qui tourne sur une machine qui n'est pas branchée Internet. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, vous vous faites peut-être des fois voler des mots de passe par des virus qui traînent sur vos machines. Si vous vous faites voler la clé privée du portefeuille Bitcoin, poum, plus de Bitcoin. Parce que la personne, la première chose qu'elle va faire avec la clé privée, c'est qu'elle va signer une transaction qui vous vide le compte pour les récupérer.
Il y a de plus en plus de virus qui, entre autres choses, c'est-à-dire qu'ils envoient du spam, ils vous mettent des pop-up de pub, etc., vont aussi à la recherche de clés privées de Bitcoin sur les machines pour siphonner les fonds. Donc la prudence veut, si on fait du entassage de Bitcoin, de faire tourner ça sur une machine qui ne sert qu'à ça, qui est éteinte et qui n'est pas branchée à Internet. Et on ne l'allume et on ne la connecte que quand on a besoin de faire une transaction. Donc la désintermédiation complète, en tout cas dans le bancaire, c'est pas pour demain, mais il va se passer des trucs et il faudra être vigilant dans le sens où quand le Crédit Mutuel ou la BNP ou je sais pas qui va commencer à proposer des choses qui ont rapport avec du Bitcoin ou d'autres monnaies, faire attention que ce soit assis sur des blockchains qui soient publics. Le Bitcoin est une blockchain publique, le NXT aussi, l'Ethereum aussi. On peut en créer d'autres qui fonctionnent tout pareil que ceux-là, avec les mêmes noms d'unités monétaires, mais qui ne seront pas des vrais, et puis les vendre comme service à des gens en les maîtrisant totalement. On perd complètement le côté décentralisé de la chose, et on gagne le côté se faire avoir dans les grandes largeurs. Donc c'est important de comprendre, donc j'espère que vous avez compris un petit peu les sous-jacents qui vont derrière et les différentes faisabilités. Quant à maîtriser, ça faut jouer un peu avec. On peut avoir un petit peu de Bitcoin qui traîne comme ça pour jouer et voir comment ça fonctionne. Dès qu'on commence à les faire bouger un peu, on paye des frais de transaction, donc on perd, entre guillemets, des sous. Ça vaut pas bien la peine d'essayer de faire de la spéculation avec, parce que maintenant, ça bouge plus trop et c'est à peu près stable. Il y a plus matière à perdre de l'argent qu'autre chose si on met de l'investissement en Bitcoin. Il y a quelques banques qui proposent de l'investissement comme ça. C'est peut-être pas une très très bonne idée tout de suite.